Bien. Bon, ben, je commence. Oui, Bon, évidemment, je te remercie et je remercie Baptiste aussi et pour cette occasion qu'on a de discuter ensemble. Je vais commencer par une présentation. J'ai réfléchi, évidemment, j'ai lu l'ouvrage de Baptiste et bon, j'aurais besoin d'un petit moment pour présenter un point de vue et qui entamera, j'espère, la discussion, sûrement la discussion. Alors, voilà, je commence. Donc, s'agissant de la cybernétique, hein, donc en fait, c'est un sujet qui nous tient tous les deux à cœur euh, depuis le début. Et s'agissant de la cybernétique, c'est une science qui a un rapport étroit avec la complexité. On ne sera pas surpris que la mise en relation de nos deux positions présente quelques difficultés. Elle peut être présentée sous le signe d'un double paradoxe. D'un côté, un accord très général sur les divers aspects de la question de la relation du management à la cybernétique. Fondamentalement, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, quand je lis l'ouvrage de Baptiste, on n'a pas de point de désaccord. Accord, globalement, qui devrait rendre notre débat d'autant plus difficile qu'il n'y aurait rien à débattre. Et d'un autre côté, une différence très nette dans la manifestation la plus évidente, dont la manifestation la plus évidente est que malgré toute l'érudition de Baptiste, qui manifestement n'aurait pu ni à lire ni à citer ses lectures nombreuses, il ne fait aucune allusion à mes travaux qui sont pourtant en assez grand accord avec les siens. Donc là, il y a une sorte de paradoxe. Euh, alors que l'on s'entende bien, il ne s'agit à l'évidence de rien de personnel dans cette affaire-là. Baptiste m'a invité comme keynote speaker dans un colloque sur de la société de philosophie des sciences de gestion pour parler des rapports entre pensée antique et management. Donc, on ne peut pas dire que. Donc, ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se situe. Et je n'aurais garde de mentionner ce fait s'il ne s'agissait en aucun cas d'une question de personne, mais d'une question structurelle qui est au cœur de notre sujet. Cet oubli, cette absence tient à deux termes que j'ai posés, ou si vous préférez, assumés au centre de mon travail, le marketing, puisque tel est le nom de mon métier, et la sophistique, puisque telle est la traduction dans le domaine dont je crois être au sens propre un amateur, c'est-à-dire la philosophie, avec tout ce que ce terme peut comporter de positif et de négatif, amateur. Et de hasard, mais d'une dimension structurelle du débat intellectuel, je veux en voir la preuve dans l'ultime référence faite à la fin de son ouvrage, et à vrai dire, ce sera son dernier mot, à l'œuvre de Bernard Stiegler. Curieusement, pour une analyse philosophique, la condamnation du marketing, si elle peut être associée de manière furtive dans l'œuvre de Stiegler à la sophistique, ne donne lieu à aucun développement positif et au moins problématique sur la question de la sophistique, malgré les travaux de Kerferd, The Sophistic Movement, de Dupréel, les sophistes, de Perelman, de Barbara Cassin et de Michel Narcy. C'est la figure de Platon, pardon. C'est la figure de Platon qui est alors brandie comme protection à travers la notion de pharmacone, thématisée par Jacques Derrida dans un article intitulé « La pharmacie de Platon ». Cette volonté de tenir à l'écart le fait de considérer avec sérieux la relation entre marketing et sophistique se manifeste dans le fait qu'il n'a jamais cru utile de s'en prendre, fût-ce avec violence, à l'ouvrage que j'ai publié avec Catherine Paradès en 1982 chez Flammarion, Le prince bureaucrate, qui était sous-titré Machiavel au pays du marketing. Et ouvrage publié en Amérique en 89, republié en 2016 en Amérique par Transaction Books sous le titre Marketing Democracy, Public Opinion and Media Formation in Democratic Society. Pourtant, il ne pouvait m'ignorer, puisque j'avais assisté à ses premiers séminaires au Collège international de philosophie, au tout début de ses interventions, ni ignorer probablement le livre qui était passé à apostrophe chez Bernard Pivot à l'époque. Là encore, il ne faut pas voir dans cette mise à l'écart quoi que ce soit de personnel. Comment ne pas comprendre qu'un philosophe puisse tenir comme étranger à sa discipline celui qui ose se présenter comme le représentant d'une sophistique contemporaine, le marketing. Car après tout, tel est mon métier. Au fond, tout se passe comme si marketing et sophistique avaient en eux de ne garder que la part négative du pharmacone censé caractériser la technique, et ce depuis la discussion de l'invention de l'écriture par Platon dans le Phèdre. Pharmacone,
qui, du fait qu'il puisse, comme tout médicament, se présenter à la fois comme un remède et un poison, représente la défense ultime d'une réflexion contemporaine sur la technique. Défense à la Vauban, qui espère tenir à l'écart le poison pour ne garder que le remède, conformément au programme de l'association Ars Industrialis, créée par Bernard Stiegler dans le cadre du musée Pompidou, qui promeut le salut par le design et la création industrielle. Pour reprendre le texte de l'association, à la critique du dévoiement de ces technologies comme instrument de contrôle des comportements, c'est-à-dire des désirs et des existences, Ars Industrialis associe la proposition centrale de former une écologie industrielle de l'esprit. Voilà. Donc, la question posée par cette mise à l'écart d'une confrontation trop directe avec la notion de marketing et de sophistique, et plus particulièrement du marketing comme forme bureaucratique de la sophistique, est évidemment importante. Il s'agit de la question de l'espoir. Je ne suis pas insensible à cette question, puisque à l'occasion d'un colloque organisé dans le cadre du Collège international de philosophie, j'ai donné comme titre à mon intervention « Les figures de l'espoir », thème auquel j'ai consacré un long article en 2003 dans un volume co-dirigé avec Armand Hatchuel sous le titre « Le libéralisme, l'innovation et la question des limites », qui étaient les actes de ce colloque. L'hypothèse que je voudrais proposer pour tenter de rendre compte de ce qui oppose nos points de vue, en dépit de notre accord profond sur le diagnostic de la situation, est que Baptiste a, et il me dira s'il en est d'accord, une position philosophique et moi, une position proche de la sophistique. Pour soutenir cette hypothèse, je vais commencer par montrer comment il est possible de rapprocher de manière précise marketing et sophistique et comment, au cœur de ce qui fait la différence entre marketing et sophistique, il y a la cybernétique. Ce qui explique la place de que cette notion occupe dans le prince bureaucrate. Dans un deuxième temps, j'essaierai de définir ce qui oppose une approche philosophique et une approche sophistique de la notion de cybernétique. Et dans un troisième temps, j'essaierai de comprendre comment ces deux approches a priori suffisamment différentes pour entraîner la condamnation de l'une, la sophistique, par l'autre, la philosophie, finissent par un accord de fait presque complet sur la signification actuelle de la cybernétique. Alors, là, j'ai mis, il se trouve que j'avais été invité à l'occasion par Barbara Cassin à un colloque à Cerisy, et je crois que c'est la première fois que le mot marketing apparaissait au 4e de couverture d'une collection de philosophie parfaitement orthodoxe, argument chez Édition de Minuit. Et qui parle, le plaisir de parler est le chef sous lequel Aristote relègue le sophiste hors de la philosophie et même hors de l'humanité. Tel était le début, mais dans le même texte, on évoque le marketing comme les légitimations, l'anomalie ou légitimation du marketing. C'est, je crois, la première fois, et j'avais effectivement un article qui s'appelait « Système de légitimité, marketing et sophistique ». C'est en 1986. Alors, le marketing et la sophistique. Le marketing est défini comme la forme bureaucratique moderne de la sophistique. Alors, les mêmes connotations, très rapidement, parce que ça a été raconté 10 fois pour moi, en tous les cas, depuis 82, mais il y a les mêmes connotations négatives. C'est la pire insulte qu'un philosophe puisse faire à quelqu'un de dire « vous êtes un sophiste » ou « vous faites du marketing ». 5 caractéristiques, 5 négatives. Il ne croit pas à la vérité, il n'existe que l'opinion. Ce sont des mercenaires qui vendent leurs services aux plus offrants. Ce sont des techniciens qui détruisent la culture. Ce sont des polymathes. Avec une seule technique, la rhétorique en l'occurrence, ou l'art de persuader, ils pensent tout faire. Et ce sont enfin des étrangers. Alors, il y avait une objection pour nous, évidemment, le marketing vient d'Amérique et en France, c'était toujours un gros reproche d'utiliser ce mot étranger. Même l'Académie française, vous ne voulez pas et proposait marchéage ou mercatique. Et on dira, mais en Amérique, eh bien, en Amérique, ce sont tous des étrangers, puisque l'Amérique est faite d'immigrés. Et ce n'est pas les Indiens d'Amérique qui ont inventé le marketing. Donc, c'est bien cohérent. Entre parenthèses, Protagoras venait d'Abdère, Gorgias de Syracuse, et Platon était un vieil Athénien. Donc, cette opposition existe. Mais le plus important pour nous, là, c'est la définition positive. Ce sont 2 techniques d'action. Et avec une différence entre la sophistique grecque, enfin, c'est comme ça que je le pose, et la forme moderne, c'est la bureaucratie. Donc, la méthode de connaissance, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'opinion. Il s'agit, si on veut, d'un empirisme subjectif. La différence, c'est que la bureaucratie implique le sondage d'opinion, puisqu'on n'a pas en face à soi l'audience à laquelle on s'adresse.
Il faut donc la représenter. Le moyen d'action, c'est la rhétorique, l'acte de persuader, et dans le cas de la bureaucratie, il faut franchir le vide, enfin, l'espace entre le locuteur et l'audience, et c'est la nécessité d'une communication médiatique, médiatisée. Et quant au but, le but, c'est, dans un cas comme dans l'autre, le pragmatisme radical ne vaut que la réussite. Mais la grande différence, c'est que aujourd'hui, l'acteur n'est pas une personne, un orateur, c'est une organisation, c'est une entité. Et donc, la grande différence, c'est la cybernétique, un monde fait d'entités et de flux. Alors, la cybernétique, pardon, c'est ça. La cybernétique se pose, donc, oui, excusez-moi. Donc, il y a deux approches possibles de la cybernétique. La cybernétique se pose, c'est ce que dit Baptiste dans son livre, à un moment, comme paradigme scientifique au sens de Kuhn. Le point de départ de la position philosophique, ce doit donc d'être la question, qu'est-ce qu'une science? La question que se pose le sophiste n'est pas la même. Du fait de son pragmatisme radical, sa question est à quoi ça sert une science? Si on se rappelle que l'on considère volontiers les sophistes comme étant à l'origine des sciences sociales, dont le présupposé est la proposition fameuse de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, on ne sera pas surpris que j'aille chercher la réponse à ma question chez un sociologue, Émile Durkheim. Et ce, d'autant plus que la réponse que je cherche se trouve dans un ouvrage qui est en rapport avec le thème du présent colloque, à savoir le travail. Dans la division du travail social, Durkheim nous dit que celle-ci a deux fonctions. Une fonction manifeste, contribuer au processus de production, et une fonction latente. Elle est le moyen de la solidarité sociale, en l'occurrence la solidarité organique. Sur ce modèle, je poserai que la science a deux fonctions. Une fonction manifeste, participer au processus de développement des connaissances et à tout ce que permet leur application, et d'un autre côté, une fonction latente, contribuer à la solidarité qu'exige la vie en société. De ce deuxième point de vue, la cybernétique a un statut paradoxal. D'un côté, par l'universalité de sa présence à tous les niveaux de la vie sociale, la cybernétique semble bien répondre aux besoins d'unité qu'exige l'existence d'une société. D'un autre côté, son pragmatisme, son empirisme et par-dessus tout son caractère non déterministe semblent devoir la rendre impropre à cet usage unificateur, du moins si on en croit Alexis de Tocqueville, Marie Douglas et même John Dewey. C'est que chacun de ces auteurs mette la question de la certitude au cœur de la vie sociale. Alors là, je me trompe encore. Voilà, en ce qui concerne Dewey, qui a écrit un livre qui s'appelle The Quest for Certainty, dont le premier chapitre s'appelle Échapper au péril. Vous voyez que c'est sérieux et immédiat. Et il dit l'homme qui vit dans un monde de danger est contraint à chercher la sécurité. Tocqueville, dans le deuxième chapitre du deuxième volume de La démocratie en Amérique, écrit « Les croyances dogmatiques sont plus ou moins nombreuses, et à propos sont plus ou moins nombreuses suivant les temps, hein, dans les peuples démocratiques, tous, y compris l'Amérique. Elles naissent de différentes manières et peuvent changer de forme et d'objet, mais on ne saurait faire qu'il n'y ait pas de croyances dogmatiques, c'est-à-dire d'opinions que les hommes reçoivent de confiance et sans les discuter. Plus loin, il est facile de voir qu'il n'y a pas de société qui puisse prospérer sans croyances semblables, et plutôt, il n'y en a point qui subsiste ainsi, car sans idée commune, il n'y a pas d'action commune, et sans action commune, il existe encore des hommes, mais non un corps social. Pardon. Marie Douglas, dans un article paru en 2001, disponible sur Internet, qui s'appelle Dealing with Uncertainty, elle écrit « L'idée la plus fondamentale qui tient la possibilité même de la société, plus fondamentale même que l'idée de Dieu, c'est l'idée qu'il peut y avoir un savoir certain. Et ceci se révèle très robuste, défendu de manière passionnée par la loi et le tabou dans le monde ancien et moderne. Vous voyez le tabou, évidemment, ce qui tient la sophistique, c'est-à-dire l'incertitude ou le relativisme à l'écart. Elle dit, alors mais pourquoi? Et comme elle est anthropologue et pas philosophe, elle se pose la question de l'utilisation. Elle dit, on a besoin de... Elle dit, pourquoi on en a besoin?
Nous avons besoin de certitudes comme base, comme fondement pour résoudre les disputes, donc les conflits. Ce n'est pas pour des raisons de satisfaction intellectuelle, ni pour, euh, ni pour la précision des prédictions en elles-mêmes, mais pour des raisons politiques et juridiques. Donc vous voyez que là, il y a trois termes, c'est conflit, droit et politique. Elle dit plus loin, le problème n'est pas la connaissance, mais l'accord. Est-ce que ça n'est pas par excellence une proposition sophistique? Enfin, elle dit, dans les démocraties libérales, la certitude a un aspect sinistre ou sombre, elle exige l'autorité pour appuyer l'interprétation et contrôler le dissent. Cette dimension inquiétante, évidemment, ne doit pas être ignorée. Elle ajoute, la certitude n'est... Alors, elle définit ensuite la certitude. La certitude, dit-elle, n'est ni une humeur, ni un sentiment. C'est une institution, telle est ma thèse. La certitude est seulement passible parce que le doute est bloqué institutionnellement. La plupart des décisions individuelles à propos du risque sont prises sous la pression des institutions. Et alors ça, c'est fondamental. Si nous reconnaissons maintenant plus d'incertitude, ce sera parce que des choses seront arrivées au fondement institutionnel de nos croyances, et c'est ce que nous devrions étudier. Il se trouve que j'ai un peu l'impression, mais j'avais rencontré Marie-Douglas, il n'y avait pas de désaccord énorme là-dessus, mais j'ai l'impression que la problématique sur laquelle je suis tombé à propos de la sophistique, ben, c'était justement ça. C'était justement l'interrogation sur les fondements institutionnels de nos croyances. Et voilà, donc institution, histoire. Reprenons ce que la notion d'institution, elle a deux caractéristiques. L'institution, c'est ce qui est considéré comme acquis, donc dogmatique, mais considéré comme acquis, et c'est ce qui est le plus durable dans les faits sociaux, c'est ce que dit Giddens. Donc vous voyez que ce que dit Marie-Douglas, elle oppose une définition empirique, ce n'est pas une humeur, ce n'est pas un sentiment, et une définition dogmatique, c'est une institution. Et elle dit en même temps que désormais, ces deux choses se confondent. Et alors, quel est l'enjeu de cette énigmatique transformation historique de la notion d'institution? Tout semble se jouer entre Descartes, qui a mis la question de la quête de la certitude au cœur de la philosophie. Et c'est peut-être pour ça que Descartes est si central dans l'histoire de l'Occident, de la pensée occidentale. Et le relativisme généralisé de la formule de Protagoras, le sophiste, l'homme est la mesure de toute chose. De ce point de vue aussi, l'accord avec Baptiste est manifeste, si l'on en croit l'importance qu'il accorde à l'étude comparée des positions philosophiques fondamentales de Protagoras et de Descartes par Heidegger, cité dans Nietzsche 2, page 136 à 140. Voire aussi, dans le même ouvrage de Baptiste, les pages 120-121, l'évocation des critiques de Descartes, en particulier par Edgar Morin et Jean-Louis Lemoyne, qui sont les deux ardents défenseurs de la science des systèmes. Alors, bon, maintenant, quelles sont ces idées dogmatiques? Alors, la notion de système de légitimité, je pourrais la définir comme ça. Il faut des idées. Qu'est-ce qu'elles sont? D'abord, c'est un système de légitimité, donc ces idées partagées, c'est un système de symboles partagés qui doit être très simple afin qu'il soit partagé. Vous voyez que déjà, la simplicité, ça s'oppose à la complexité de la systémique ou de la cybernétique. Il faut du simple. Cette simplicité permet de coder la réalité, de la décrire de telle manière qu'elle permet de produire des jugements sur qui a raison et qui a tort, et qui peut être opposé à des tierces parties. Ce codage est tel qu'on peut savoir qui a raison, donc, et que se conformer aux règles de sa syntaxe, de ce langage, de ce système syntaxique, ça comporte une promesse de bien-être, de justice, de succès, de salut. Et là, on voit le droit. Le droit est justement cette nécessité de traduire ce système de symboles partagés en un système juridique qui permet de résoudre les conflits. Et là, on est dans ce que dit Marie-Douglas. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment, le droit est extrêmement... Mais le droit, ce n'est pas le fait. Et le droit, évidemment, va être simple et la réalité n'est pas simple. Alors, comment ça marche par rapport à la réalité? Mais il faut que le droit soit suffisamment différent de la réalité pour être compatible avec la vie, sa variété, sa mobilité. Hein. Donc, il s'agit de subsumer
la vie, tant qu'on peut subsumer ce qu'on observe sous le droit, ça va aller. Mais évidemment, il ne s'agit pas de dire que le droit, c'est le fait. D'un autre côté, même il doit être différent, il doit être suffisamment semblable dans un certain sens à la réalité pour être une représentation acceptable de cette réalité. Et c'est là, donc ça, c'est l'action de l'épistémologie. C'est comment les faits sont suffisamment semblables et différents de la norme en question. Ça peut s'évaluer presque scientifiquement. Et puis finalement, il y a l'esthétique. C'est-à-dire, en dessous, c'est la question de à partir de quand on trouve que le minimum de ressemblance n'est plus acceptable. Le je ne sais quoi, le presque rien, qui permet de dire que c'est bien en rapport. Mais s'il n'y a plus ce je ne sais quoi et ce presque rien, qui fait qu'on peut attribuer à une réalité donnée sa conformité à la norme, il y a une crise de légitimité. Et vous voyez que ce système de symboles, je peux lui donner le nom de, il constitue ce que je peux appeler, et le droit en est un exemple, une phénoménologie normative du sens commun, c'est-à-dire quelque chose qui vous dit comment, non pas comment on perçoit les choses, comment le sens commun perçoit les choses, sens commun puisque nul n'est censé ignorer la loi, c'est donc commun, mais non pas du tout comment on norme les choses, mais comment on doit les percevoir. Nul n'est censé ignorer la loi, à partir du moment où on appartient à une société donnée. Eh bien, ça renvoie bien à cet ensemble dogmatique dont on parlait tout à l'heure peut-être avec Tocqueville et avec Marie Douglas. Alors, je veux décrire rapidement ce numéro, ce noyau dans le cas de la France, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a 4 niveaux. Un niveau, c'est l'épistémologie, c'est la science de la nature comme science officielle. C'est une science officielle, c'est celle qui est en rapport avec le droit. Ce qui va être fondamental, c'est le droit. Mais au-dessus du droit, il y a un monde de la nature avec des lois, en l'occurrence Newton. C'est ça, le moment kantien. C'est le moment kantien que je décris. De là, on va déduire des lois de la nature appliquées à la culture. Durkheim disait qu'il faut traiter les faits sociaux comme des choses. C'est un exemple de cette transposition. Il ne s'agissait pas de Kant, mais de Comte, dans le cas de donc non pas du transcendantalisme, mais du positivisme chez Descartes. Mais c'est le même principe de passer de la théorie de la science de la nature à la théorie de la science de la culture, en quelque sorte. Le droit, qui doit être conforme, public ou privé. Alors, le privé, c'est le lieu des lois de la nature. Le public, c'est ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne, en quelque sorte. Bon, je vais vite. Et à la fin, l'administration, le management et l'action en général. Donc, l'action est légitime, y compris l'action du savant. Si elle est conforme au droit, qui est conforme aux lois de la nature, aux lois de la culture, qui est conforme aux lois de la nature. Pour vous montrer, puisqu'on est en philosophie, le caractère cohérent du point de vue philosophique, ou du moins apparemment, eh bien on voit que Kant est dans ce schéma complètement. Le premier niveau, c'est critique de la raison pure. Le deuxième niveau, c'est critique de la raison pratique. Le troisième niveau, c'est les fondements de la métaphysique des mœurs, la doctrine du droit. Et enfin, le dernier, c'est l'anthropologie vue d'un point de vue pragmatique. Quant à la critique du jugement, c'est ce qui se passe quand on enlève l'esthétique transcendantale et qu'on se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand la sensibilité, en quelque sorte, prend contact directement avec ces objets. Alors, de ça, dans ce schéma, il y a quelque chose de très important, c'est qu'est-ce qui garantit l'objectivité. Ce qui garantit l'objectivité, c'est évidemment l'esthétique transcendantale. Et cette esthétique transcendantale, elle assure quoi? Elle assure l'existence de ce que, de manière anachronique, j'appelle là les données immédiates de la conscience en bon état de marche, de la connaissance en bon état de marche. C'est l'expression de Bergson. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les données immédiates de la conscience, il y en a 3. Il y a la logique, la psychologie et le langage. Eh bien, ces 3 notions sont tenues à l'écart de la théorie, par exemple, de la critique de la raison pure, et c'est explicitement écarté dans la critique de la raison pure. À partir de là, je voudrais simplement dire quel est le problème qui est posé, pourquoi il y a crise, pourquoi. On voit bien, le problème est le suivant. Les normes, le système de légitimité doit être le plus stable possible. Mais le monde occidental, depuis la fin du XVIIIe, est fondé sur un triple principe dynamique parfaitement contraire avec l'idée de stabilité. Ça peut être l'entreprise qui consiste à faire
à inventer des nouvelles manières de faire et de faire ce qui ne se faisait pas, de transgresser les manières de faire. C'est la science qui transgresse les limites du connaissable et c'est la technique qui transgresse les limites du possible. Alors, il est évident qu'à force de transgression, il y a un moment où il y a un désaccord, où ça devient impossible de subsumer les faits sous la norme. Hein. L'exemple type, c'est à la fin du 19e siècle, dire que les trusts américains sont conformes à l'atomicité requise par les lois économiques, ça paraît difficile. Donc, et à ce moment-là, il y a un réaménagement juridique. Alors, cette histoire, je peux la traduire en France, évidemment, je peux la montrer par le droit, qui est une histoire obligatoire. C'est ça l'intéressant. Le droit est passionnant dans cette affaire parce que c'est lui qui donne une performativité et une effectivité à ces théories qui ne sont plus en l'air, mais qui sont directement accrochées aux institutions publiques. Et vous voyez qu'il y a 3 périodes, vous connaissez peut-être le critère du droit administratif, la puissance publique qui correspond à l'État gendarme, où la légitimité tient à l'origine du pouvoir, le service public qui est l'État-providence, qui est au service public, c'est la providence, vous voyez que c'est toujours très simple, et la légitimité tient à la finalité du pouvoir, et enfin la crise du critère, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Quand j'ai écrit un article en 77 appelé crise de légitimité dans les grandes organisations, ce n'était pas moi qui a parlé de crise, c'était le droit. Et à partir du moment où le droit dit qu'il y a crise, je ne vois vraiment pas comment moi je peux prétendre qu'il n'y a pas. Alors quand je le disais, tout l'astuce, c'est la dénégation. C'est insupportable cette crise. D'où le fait que c'est dénié. Alors, et c'est les méthodes du pouvoir à ce moment-là qui deviennent les sources de la légitimité, de même que le critère de la limite. Enfin bon. Alors vous voyez que dans le premier cas, on a un critère certain, la limite, et dans le dernier, l'incertitude. Et vous voyez que cette incertitude commence dans les années 60. On pourra se demander qu'est-ce qui se passe entre les années 60 et l'année 2000 pour qu'on on ne prenne conscience pleinement de l'incertitude que maintenant, ou il y a 20 ans, ou 10 ans. Ben, on le verra, c'est le travail. Alors justement, on y reviendra. Ce que je veux maintenant regarder les paradigmes scientifiques. Et là, on va se rapprocher de notre sujet, de la cybernétique, parce que la science, c'est la science. Que devient la science? Alors, vous voyez que si je définis phénoménologiquement une action comme un changement dans l'apparence en tant qu'on le réfère à une cause, il n'y a que 3 façons de légitimer une action définie ainsi. La première, c'est la cause est légitime, c'est le transcendantalisme. Et c'est Kant, fondamentalement. La deuxième, c'est la finalité, on mesure par le changement dans l'apparence, mais on suppose que c'est un pragmatisme modéré, parce qu'on considère qu'il y a un accord sur la mesure a priori du changement, donc on peut mesurer les finalités et se mettre d'accord sur elles. C'est le positivisme. Et à la fin, c'est le pragmatisme radical, c'est on mesure la légitimité par le changement de l'apparence, mais il n'y a plus de consensus a priori. C'est la science de l'artificiel, parce que c'est la confusion de la nature et de la culture sur le schéma. Alors on voit que le pragmatisme, il n'y en a pas, il y a un peu, c'est radical. La confusion nature-culture, il n'y en a pas chez Kant, il y en a un peu, je pourrais commenter chez Comte, et elle est totale dans la crise. Le rôle de l'opinion, il n'y en a pas, puisque chacun a accès aux lunettes, à l'esthétique transcendantale. Il y en a chez Comte, puisque tout le monde n'est pas spécialiste. Il est donc nécessaire qu'il y en a qui savent et il y en a qui ne savent pas. Donc l'opinion, il y a des gens qui ont des opinions et d'autres qui ont du savoir. Et enfin, l'opinion règne partout dans le cas de la crise. La technique relative à l'opinion, donc ça rejoint les 2 dernières colonnes, c'est la rhétorique. Et on voit que là, au début, chez Kant, il n'y a pas de place pour la rhétorique. Chez Comte, il y a une place, ça s'appelle la pédagogie, puisque c'est ceux qui savent qui enseignent à ceux qui ne savent pas. Et la dernière, elle est partout. Mais donc la crise de légitimité, le pragmatisme radical et l'universalité de la rhétorique, est-ce que ça n'est pas la sophistique? Donc j'approche. Alors la question posée tout à l'heure, c'est comment se fait-il qu'on a attendu en quelque sorte si longtemps pour s'en apercevoir? Alors vous voyez que, en fait, aussi bien chez Kant que chez Comte, on avait donc l'objectivité qui était garantie par la mise à l'écart de la logique, de la psychologie et du langage. Je ne développe pas, mais je veux dire, on peut trouver ça tout à fait dans leur texte. Et puis, il arrive les systèmes ouverts, c'est-à-dire la crise. Et comment on va faire? On va dénier,
on va dénier la crise. Et comment on va dénier? En essayant de reconstruire une légitimité, d'abord sur la logique et la psychologie. Ce sera les positions que j'appellerais néo-positivisme logique de Vienne, néo-transcendantalisme de Husserl. Donc, c'est des positions néo, mais qui tiennent à l'écart le langage, mais qui essayent de, et éventuellement d'ailleurs la psychologie chez Husserl, enfin le psychologisme plus exactement. Ensuite, ça ne tient pas tout à fait, donc à partir de là, on passe au quasi. Et ça, je dirais, par exemple, le quasi-positivisme, c'est typiquement Herbert Simon, la systémique. On fait avec des ronds et des flèches, avec des systèmes ouverts, comme si c'était des systèmes fermés. C'est ce qu'on a importé d'Amérique. Le marketing des années 60-70 de Procter, etc., importé d'Amérique, c'était ça. On faisait avec des ronds et des flèches, la DPO, etc., comme si c'était... et puis finalement, il va y avoir le tournant linguistique et on va trouver un univers de fiction, l'univers des pseudos. Alors, je veux maintenant conclure là-dessus. J'ai plusieurs conclusions. Première conclusion, la cybernétique est un paradigme quasi-positiviste. Il s'agit de faire avec des systèmes ouverts comme s'il s'agissait de systèmes fermés, c'est-à-dire de décrire des réalités complexes à l'ère de ronds et de flèches. Management systémique importé dans les années 60, DPO, contrôle de gestion, marketing, etc. Puis, avec le temps, quand la crise et l'incertitude deviennent manifestes, on passe de quasi-positivisme à pseudo-positivisme. Pour Mary Douglas, ça a l'air de se passer dans les années 1990. Puisque si on suit ces textes, on voit que la question se pose à peu près à ce moment-là. Conclusion numéro 2. Avec la crise, les points de vue philosophiques et spontanés, celui de Baptiste et le mien, en l'occurrence, s'il accepte cette espèce de différence de point de vue, le diagnostic est le même, tout en mettant une différence. Et cette différence, elle est relative au statut de la philosophie que l'on donne et à la façon de lui adresser la demande d'espoir. Troisièmement, la cybernétique simule le rationnel légal. Oui, elle a un art de la simulation qui va très loin. Il y avait une dichotomie qui était nature-culture, elle lui substitue une pseudo-dichotomie information-énergie. La frontière est remplacée par les confins, et c'est une pseudo-dichotomie parce qu'on peut transformer l'information en énergie et l'énergie en information, alors qu'on ne peut pas transformer la nature en culture et la culture en nature dans le schéma tel qu'il est conçu. Quatrième conclusion, il y en aura encore une après, l'argumenter en présence de présupposés contradictoires. Bon, on est dans des présupposés contradictoires. Ça, c'est la rhétorique à laquelle on a affaire aujourd'hui. Donc, la certitude dogmatique est nécessaire, on l'a vu, mais la certitude dogmatique est impossible puisqu'on est dans l'incertain. Alors, Perelman et Obrecht-Etika, dans les traités de l'argumentation, disent dans ces cas-là, et il y a un chapitre là-dessus, on ne peut pas avoir une solution, on a des attitudes. Et il dit il y a trois attitudes, l'approche logique, je dirais qui correspond à l'approche théorique, si j'ose dire, qui est la mienne, enfin celle que j'ai eue jusqu'à présent, je pense, l'approche pragmatique, conventionnaliste, et l'approche diplomatique, qui est en fait le règne de la fiction. On est au-delà du simulacre, c'est-à-dire le simulacre est reconnu comme tel. L'objection, on peut dire, évidemment, on est dans un temps où il est commun de critiquer Descartes et de détester la théorie, de considérer que ça a été une grande victoire de se débarrasser des dichotomies et des théories. Alors, comment défendre la théorie? Eh bien, il se trouve que Patrick Boucheron nous aide, parce qu'on acceptera quand même que la théorie puisse être une fiction. Et si la théorie est une forme de fiction, Patrick Boucheron a proposé une définition de la fiction que j'ai entendue à la radio et qui m'a saisi et que j'ai trouvé très utile. Il dit « La fiction est cette loupe qui permet d'observer, mais après coup, les signes avant-coureurs de notre propre expérience. » On pourrait montrer que tout ce que j'ai fait est de cet ordre, hein, c'est-à-dire la crise du critère du droit administratif est le signe avant-coureur de, etc. Dernière conclusion, le niveau de l'esthétique. On a vu dans la définition du système de légitimité que le dernier niveau, c'était l'esthétique. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on considère que ce que l'on voit peut être considéré comme en accord ou pas en accord avec le système de normes? Eh bien, nous savons qu'en situation de crise, l'esthétique joue donc un rôle déterminant dans la légitimation des actions. Alors, la systémique est caractérisée par le règne de la légitimation procédurale, qui est esthétique. Hein. Alors, c'est Herbert Simon, c'est Niklas Luhmann.
Hein, et le critère, c'est la satisfaction. Voilà. Et de toute manière, c'est une procédure, c'est quelque chose qui se décrit, qui se contrôle par la vision, en quelque sorte, du déroulement de la procédure. Mais le passage du simulacre à la fiction de quasi-absolu conduit à l'éruption de nouvelles normes et je dirais, et on passe des normes normales aux normes anormales. Alors là, je me suis un peu amusé à utiliser ce que Russell avait fait sur les ensembles normaux et les ensembles anormaux. La norme normale, c'est une norme qui est contraire aux faits. Parce que si la norme n'était pas, enfin, qui est différente des faits, si la norme était conforme aux faits, on n'aurait pas besoin de norme. Bon, ça, c'est une norme normale. Qu'est-ce que c'est qu'une norme anormale? Ben, c'est une norme qui est contraire à elle-même. Alors, trois exemples. La transparence, qui consiste à dire montre-moi ce qu'il y a derrière ce que tu me montres. Vous voyez que c'est a priori sans fin. La précaution. Il y avait avant la prudence. Maintenant, il y a la précaution. Donc, on peut définir la précaution comme la prudence de l'imprudent. Et enfin, les vérités alternatives et les post-vérités, hein, c'est le terme qui, en 2016, a été choisi par Oxford comme mot de l'année. Et j'en passe et des meilleurs. On voit les faits et l'importance avec les complotismes et tout ça. On n'est pas dans des choses secondaires, dans les faits sociaux. Ces normes peuvent correspondre à une esthétique, et je pense que là, il y a des critères esthétiques qui sont en fait dans la crise, le baroque et le maniérisme. Le baroque, le cas, c'est le principe de précaution, les programmes d'ordinateur, le management. Ça consiste à mettre un ensemble avec des ronds et des flèches, etc., de manière à donner l'impression au celui qui regarde de voir ce qu'on lui met en scène, en quelque sorte. C'est une espèce de théâtralisation du monde. Mais il y a le maniérisme aussi. Je crois que la transparence est un maniérisme. On ne peut pas montrer la transparence. On ne peut que la développer en maniérisme. Et je dirais que l'intelligence artificielle par rapport à l'ordinateur, c'est ça. Au fond, un programme d'ordinateur sera intelligence artificielle si on est prêt à y projeter la notion d'intelligence. J'ai écrit un article là-dessus, et plus développé en 1993. Et là, je donne une définition de la manière, du maniérisme, sur laquelle je vais peut-être conclure. Alors, il y a une chose après quand même. La manière dénote la présence de l'auteur qu'elle suppose, et le maniérisme, son absence. Pour finir, vous me permettrez de lire cette citation de Barnard. Barnard est à l'origine, si je veux dire, j'ai pris ma définition du management chez Barnard. On est, je crois, en grand acte. Barnard, et j'ai appris ça chez Baptiste, joue un rôle très important dans le développement de la cybernétique, parce que quand il dirigeait la fondation Rockefeller. Tu sais peut-être aussi, c'est que Barnard était très philosophe. Et je ne sais pas d'où il tirait sa culture, mais elle était importante. Et à Harvard, il avait des relations avec Whitehead, par exemple, qu'il cite dans The Function of the Executive, et il y a une ou deux notes là-dessus, tout à fait intéressantes. Donc, on a vraiment affaire à un personnage central. Et voilà ce qu'il écrit, et les gens ne lisent jamais, je pense. Et je veux dire, ce n'est pas pour offenser, mais je souligne pour demander qu'on le lise. Qu'on lise, c'est les dernières pages de Function of the Executive. Rarement un homme, je pense, qui a senti sa personnalité annihilée par un quelconque système organisé, n'a ressenti aussi que le même système lui appartenait, parce que par son propre libre arbitre, il avait choisi qu'il en soit ainsi. Cette étude, sans que cela ait correspondu à l'intention de l'auteur, ni peut-être à l'attente du lecteur, avait en son centre ce profond paradoxe et conflit de sentiments dans la vie des hommes, libres et non libres, contrôlant et contrôlés, choisissant et étant choisis, incitant et incapable de résister aux incitations, source d'autorité et incapable de la dénier, indépendants et dépendants, nourrissant leur personnalité et cependant dépersonnalisés, formant des buts et forcés de les changer, à la recherche de limites pour pouvoir décider, recherchant le particulier, mais concerné par le tout, reconnaissant des leaders et déniant leur leadership, espérant dominer la terre et dominé par l'invisible. Telle est l'histoire de l'homme en société contée dans ces pages. Je crois qu'il y a peu de gens qui savent que le management a été inauguré en 1938 par un auteur qui était à la fois le fondateur du management, de la théorie moderne du management, et quelqu'un qui avait parfaitement conscience de la crise que ça représentait.
Voilà. Je vous remercie de votre patience. Une seconde pour réactiver le micro. Merci beaucoup. Alors, j'imagine sans aucun problème que dans la salle et en ligne, il y a déjà un certain nombre de réactions, mais vu que vous avez préparé un peu en tandem, je propose qu'on donne tout de suite la parole à Baptiste et après, on réagira sur les échos qu'on pourra trouver entre les deux. Baptiste, je ne te fais pas l'insulte de te demander si tu veux partager ton écran avec un PowerPoint. Je te remercie. Je te remercie tout d'abord pour l'organisation du colloque, pour l'initiative de cette table ronde. Et merci Romain pour avoir pris le temps de me lire et de, comment dire, d'insister sur la conflictualité éventuelle entre nos positions plutôt que sur les accords de principe. En bon connaisseur des sophistes, Romain sait que un bon manager prépare son ordre du jour pour que la réunion ne lui échappe pas. Et donc, c'est ce qu'il a fait en posant les termes du débat dans son introduction. Alors, je voudrais revenir sur la façon dont tu as défini le terrain de notre rencontre, parce qu'il me semble décider largement de la suite des débats. Et pour cela, je suis obligé de une position un peu narcissique en rappelant que le livre qui vient de paraître s'inscrit dans une série d'ouvrages consacrés au management et à la cybernétique et qu'il constitue en quelque sorte le laboratoire, l'atelier des précédents, puisqu'il comprend un ensemble d'études, d'articles qui ont été publiés dans des revues scientifiques, comprenant une généalogie assez technique des concepts et des pratiques du management, essayant de situer l'origine, une de leurs origines dans la cybernétique. Mais les propos à proprement parler philosophiques, les analyses philosophiques de la cybernétique ne se trouvent pas dans cet ouvrage-là, mais dans les précédents. Et à ce sujet, je voudrais prendre un exemple qui est celui du livre que j'ai écrit sur Heidegger et la question du management. Livre qui trouve sa raison d'être dans le fait que Heidegger a commenté de façon assez serrée la cybernétique dans 5 textes des années 1960. Dans l'introduction à ce livre, il se trouve que je parle de la sophistique. Alors, je voudrais simplement lire les titres des sous-parties. De la symphonie de l'être, 3 petits points, à la rhapsodie des simulacres. Alors, rhapsodie ici faisant directement référence à la façon dont Platon qualifie la sophistique. Les sophistes sont des rhapsodes, c'est-à-dire des gens qui font des discours avec des pièces rapportées, la mosaïque. De Platon à Heidegger, 3 petits points, des sophistes au management. Et dans cette partie-là, évidemment, je commence les écrits de Romain, et donc c'était en 2015. Le marketing, je me cite, je déteste faire ça, mais je m'autocite. Le marketing comme nouvelle rhétorique est à l'origine de la justification de cette institution qu'est l'organisation, et plus particulièrement la bureaucratie. Romain Laufer étendit par la suite son raisonnement à l'ensemble du management, et là je cite Romain, désormais gérer, c'est légitimer, c'est-à-dire produire une argumentation susceptible de rendre le management de l'entreprise acceptable par toutes les parties prenantes, etc. Donc, de mon côté, il n'y a pas un oubli honteux du marketing. Il y avait simplement, l'ignorance que Romain avait traité cette question de façon question cybernétique beaucoup plus développée dans Le Prince bureaucrate. Retard que j'ai donc choisi évidemment de combler au plus vite, et ce qui m'a permis d'avoir accès à cette magnifique dédicace à Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi est-ce que j'y fais? Parce qu'il me semble que, par conséquent, je ne placerai pas le débat autour d'une position philosophique et d'une position sophistique, qui sont les termes par lesquels tu as un peu conclu ton introduction.
Voici comment je présenterai les choses. Il me semble qu'il y a chez Romain une interrogation avant tout anthropologique, liée à l'incertitude, à la légitimité, à l'institution. Et que cette interrogation fondamentalement anthropologique le mène à envisager l'histoire des systèmes de légitimité à travers le temps, prenant en compte la philosophie associée, bien sûr, mais également l'histoire des normes, droit, management, etc., comme il vient de l'exposer, et à proposer des synthèses dont beaucoup sont basées, me semble-t-il, sur l'analogie et le pouvoir de l'analogie, comme en témoignent par exemple les derniers mots par lesquels tu as conclu ta présentation avec le baroque et le maniérisme. Bien, comment tu te ressaisis de mouvements historiques pour pouvoir qualifier le présent. Alors, ma démarche ne relève vraiment pas de cette approche anthropologique. C'est qu'elle prend pour départ une interrogation philosophique qui me mène à vouloir établir une généalogie, pour le coup, univoque, plus qu'analogique, des temps contemporains. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire à travers les articles, en rattachant le management des connaissances, l'intelligence collective, le coaching, etc., au berceau cybernétique. Donc, au sens strict, je dirais que je ne défends pas une position philosophique. Position, c'est le grec thésis, hein, c'est défendre une thèse. Je me suis toujours senti mal à l'aise avec cette idée que nous devrions défendre des thèses, parce qu'au fond, cela mène à ce que je reproche aux sciences humaines, à savoir de plaquer des cadres théoriques sur des terrains et de faire rentrer les terrains dans les cadres théoriques, ce qui donne la forme canonique des articles, revue de littérature, méthodologie, discussion. La philosophie, pour moi, relève avant tout du questionnement. Alors, c'est une banalité de le dire, et tout le monde se réfère évidemment au Thomas Zane platonicien, l'étonnement devant le monde, mais je crois qu'avec Nietzsche, il faut actualiser cet étonnement. Nietzsche disait, nous devons plus philosopher par étonnement, mais par l'effroi. L'effroi devant ce que le monde est devenu, c'est à savoir son artificialisation intégrale. Donc, l'élan philosophique qui nous porte, c'est d'abord celui-ci, un effroi devant la prise en main de nos vies, non pas par la technique, mais par le système technicien, pour reprendre donc les termes de Jacques Ellul. Et cette interrogation, après la révolution kantienne, ne peut plus consister à s'interroger innocemment sur les temps, mais nous oblige à rétrocéder de l'effectivité à la possibilité. Ça, c'est un point absolument décisif. C'est-à-dire que ce que je recherche, ce sont les conditions de possibilité de cette manifestation technique. Donc, vous voyez, le transcendantal ne se situe évidemment plus ici du côté d'une subjectivité, mais du côté du dispositif technique contemporain qui fait advenir le monde en tant qu'organisation. C'est là que je veux y venir, que je vais raccrocher les wagons avec la scie magnétique. Je voudrais vous lire cette citation de Heidegger. C'est une citation extraite d'une lettre qu'il a adressée à Hannah Arendt en 1950, le 15 février 1950. Voici ce qu'il dit à Hannah Arendt. Et il m'est apparu clairement que l'organisation, et il entoure ce terme de guillemets, comme pour le souligner, hein. Il m'est apparu clairement que l'organisation relève du cœur inapparent, non pas certes de la technique, mais bien de ce à partir de quoi elle se déploie à l'aune de l'histoire de l'être. Je vais la relire. Donc l'organisation relève du cœur inapparent. Je dirais que c'est comme la lettre volée d'Edgar Poe. Les organisations sont tellement visibles qu'on en oublie qu'elles sont des organisations et qu'on oublie d'interroger l'essence même de l'organisation. Donc du cœur inapparent, non pas certes de la technique, mais bien de ce à partir de quoi elle se déploie à l'aune de l'histoire de l'être. Alors c'est très puissant, puisque quand on connaît la pensée de Heidegger, on sait qu'il a consacré, après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs conférences célèbres à la question de la technique,
et que pour lui, la technique est un mode de développement de l'être à l'époque de la planétarisation. Mais là, ce que dit Heidegger dans cette citation, c'est qu'il y aurait encore un niveau plus fondamental que celui de la technique, du Gestell, pour reprendre son terme, de la raisonnement, qui serait celui de l'organisation. L'organisation comme condition de possibilité de l'effectivité du Gestell. Donc, prenant appui sur cette réflexion de Heidegger, je me suis interrogé sur mais qu'entend-on exactement par organisation, interrogation qui évidemment recoupe largement le champ des sciences de gestion ou des sciences de l'organisation. Et c'est ainsi que je me suis trouvé emporté vers, d'une part, la cybernétique et d'autre part, la biologie moderne. Et ça, c'est aussi un point, pour le coup, qu'on a vraiment en accord avec Romain, c'est de montrer comment la cybernétique se saisit du vocabulaire des sciences de la vie et de la biologie pour, comment dire, avancer sa conception du monde. Alors, je précise simplement ceci, c'est que à force de faire la théorie d'organisation, on ne définit pas ce qui permet de rattacher toutes ces théories au même libellé de théorie d'organisation. Donc, on ne réfléchit pas au concept d'organisation qui permet de subsumer toutes les théories des organisations. Il me semble qu'il y a là quelque chose d'assez largement impensé en sciences de gestion. Cela conduit à commettre une erreur, me semble-t-il, assez évidente, c'est de considérer l'organisation dans son sens courant, comme s'il suffisait d'ouvrir le Robert pour définir l'organisation, et de ne pas la considérer au sein de l'histoire des sciences, c'est-à-dire comme un concept scientifique. Ce qui en fait un mot, ou un terme équivoque. Alors, je crois bien que mon travail de généalogie cybernétique consiste à montrer que par organisation dans la sphère du management, il faut bien entendre ce sens scientifique. Or, l'organisation, et Foucault a consacré quelques lignes dans de mémoire, c'est pas grave, que François Jacob, dans son Histoire de la réalité, la logique du vivant, viendra développer. C'est que l'organisation, c'est le concept propre à la biologie moderne. C'est la catégorie qui permet de quitter l'histoire naturelle, par laquelle on classait les êtres vivants selon des paramètres extérieurs, visibles, phénoménologiques. Donc on quitte l'histoire naturelle pour gagner au sens strict la biologie moderne, avec notamment Lamarck et sa philosophie biologique en 1809, avec Cuvier, etc. Et tous ces biologistes, largement français d'ailleurs, se fondent sur le concept d'organisation pour étudier l'intérieur des organismes, à la fois dans leur structure et dans leur fonctionnement. C'est d'ailleurs ce même concept que Saint-Simon, lecteur de Lamarck, utilisera pour penser la société industrielle. Donc, c'est la déclinaison politique du concept d'organisation. Ceci étant dit, le dernier geste qui a permis une thématisation aboutie de ce concept d'organisation, c'est bien la cybernétique, et c'est l'importance que j'accorde à la boucle de rétroaction, que je qualifie d'archimodèle de la cybernétique, parce qu'il me semble qu'il s'est répandu, qu'il a infiltré, comme par capillarité, une quantité très importante des champs scientifiques, et en premier lieu donc le management, mais aussi l'intelligence artificielle, les sciences cognitives, etc. etc. Donc, voici la démarche générale. Et une fois que j'ai mis le doigt sur cette source, alors arbitraire, puisqu'évidemment, on n'arrête pas le cours de l'histoire, mais il me semble qu'elle a un moment central dans l'histoire scientifique, de la pensée scientifique. Donc, une fois que j'ai mis le doigt sur cette source, eh bien, je ne cesse de tourner autour et de le décliner. Donc, l'histoire de la science, certes, mais cela engage des problématiques métaphysiques, Wiener se rattachant explicitement à la philosophie analytique. Il a fait quand même un post-doctorat avec Russell à Cambridge. Il se réfère à l'algèbre de Boole. Tout ça, c'est une portée métaphysique très importante. Il y a des déclinaisons politiques
à la conceptualisation de l'organisation, d'une part dans la tension de ce concept avec la notion d'institution. Et donc là, ça évidemment vient croiser les réflexions que tous les membres de la SPSG connaissent, les réflexions d'Yvon Péqueux à propos de cette tension entre organisation et institution. Les travaux de Romain, évidemment, sur l'institution. Pour ma part, les travaux de Pierre Legendre sur la dogmatique. Mais ça m'a permis également de repenser un nouveau type de gouvernement, me semble-t-il, à partir de l'organisation. Wiener montre que l'organisation, c'est ce qui résiste à l'entropie. Autrement dit, c'est une exception dans l'ordre du monde, à la fois statistique et ontologique. Et en même temps, il signale que la particularité de l'histoire humaine, c'est certainement de pouvoir généraliser cette exception. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur le management comme gouvernement de l'exception permanente, autant comment les techniques de management, en fait, sont des dispositifs de survie de l'organisation qui généralisent l'état d'exception. Un état d'exception, cette fois-ci techno-managérial et non pas politique au sens juridique du terme. Ça m'a conduit également à creuser des sous-entendus théologiques, puisque Wiener se réfère très souvent au Golem, au Maral de Prague, dès 1948, et son livre fondateur Cybernetics, jusqu'à son livre Testament, qui est God and Golem, qui inclut la question du Golem. Et donc, d'essayer de raisonner dans une forme de spirale qui s'élargit pour donner toujours plus de profondeur et d'épaisseur à la découverte initiale, enfin, ma petite découverte, de ce lien entre management et cybernétique à travers la catégorie centrale d'organisation. Et comme il est 11h30, je préfère m'arrêter ici, aussi parce que j'ai rien préparé, hein, contrairement à Romain, pour laisser la place à la discussion. On avait senti que l'absence de PowerPoint était clairement une absence d'organisation. Une absence de pensée. C'est assez symptomatique. Est-ce qu'il y a, et je m'en doute un peu, est-ce qu'il y a des réactions déjà dans la salle? Puis après, Romain réagira sûrement à ce qu'il avait dit, mais les premières salles de réaction en ligne ou en présentiel? Moi, une salle de réaction qui me demande de clarification. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je connais un petit peu la réflexion de Baptiste, mais j'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu as en tête avec cette idée d'organisation. J'ai bien compris que l'organisation, ce n'est pas l'organisation qu'on entend platement en théorie des organisations, en sciences des organisations. J'ai bien compris aussi que ce n'est pas l'idée d'ordre en général, d'organisation du monde, d'une société, ce terme. J'ai cru comprendre que tu rabattais l'idée d'organisation sur une sorte d'arrière-plan métaphysique, mais je ne suis pas sûr de te suivre là-dessus. Et je ne suis pas sûr non plus que de l'origine proprement scientifique de cette idée d'organisation. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment pas encore très clair. Donc si tu pouvais juste, effectivement, essayer de mettre les choses, clarifier tout ça. Oui, merci Erwan. C'est vrai que je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, comme j'ai plutôt fait une présentation surplombante. Et si vraiment ce sujet t'intéresse, j'ai publié un article dans la revue d'Histoire des sciences, il y a 2 ans, je crois, à propos de l'histoire du concept d'organisation, qui détaille par le menu cette généalogie. Alors, par organisation, donc alors, la thèse initiale, c'est bien celle-ci, c'est que le concept d'organisation naît avec la biologie moderne. En tout cas, le concept scientifique d'organisation naît avec la biologie moderne et que c'est le pivot qui lui permet de s'arracher à l'histoire naturelle. Bon, il y a déjà une observation phénoménologique assez simple. Si tu feuillettes la philosophie zoologique de Lamarck, tu verras à toutes les pages le terme d'organisation. C'est assez flagrant. Et là, il y a quelqu'un qui avait mis le doigt dessus, c'est Foucault. Et cette intuition de Foucault, François Jacob, on a fait un livre entier qui s'appelle la logique du vivant, et c'est sur l'hérédité. Hein. François Jacob qui a eu le prix Nobel de biologie.
Et il approfondit cette intuition selon laquelle l'organisation est bien le concept central de la biologie. Par organisation, il faut entendre une boucle de rétroaction, c'est-à-dire une séquence circulaire qui fait alterner des phases d'émission de finalité, d'enclenchement d'action, d'analyse des écarts en cours de route et d'action corrective. Pour prendre une boucle de rétroaction simple, donc un feedback simple. Parce qu'évidemment, après, il peut y avoir des phénomènes positifs d'apprentissage, comme on dit. Ce schéma-là vaut aussi bien pour la régulation homéostatique du corps humain que pour comment dire, un chauffage central. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, si Laurent dans la salle me corrigera, il me semble que Anthony, dans son livre Pionnier du contrôle de gestion, prend l'exemple justement du thermostat pour justifier le rôle du contrôle de gestion dans l'organisation. Mais la nouveauté de la cybernétique, ça va être que la circulation qui s'opère est réalisée par l'information, définie très clairement comme une séquence de code. On dirait aujourd'hui un algorithme, et c'est pour ça que Wiener se réfère à l'algèbre de Boole. Donc, si je résume, c'est une émission d'informations, la finalité, alors qui peut sortir d'un code génétique ou d'un plan stratégique. C'est un engagement d'action, alors un ensemble de processus biochimiques ou une action de production. C'est l'analyse des écarts en même temps que l'action. Donc, au cours du processus, ça c'est la grande innovation de la cybernétique par rapport à la rationalité instrumentale économique classique qui évalue a posteriori l'action. L'action est évaluée en cours de route, de façon à se rapprocher toujours plus près, évidemment, de l'affinité visée. Donc, c'est ça que j'appelle l'archimodèle de la boucle de rétroaction, qui va, Jean-Pierre Dupuis l'a abondamment montré dans son livre Aux origines des sciences cognitives, qui est un des classiques de l'histoire de la cybernétique, qui va s'infiltrer dans de nombreuses disciplines scientifiques, jusque même, par exemple, la discussion de la cybernétique par Lacan, des choses comme ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est plus clair. Voilà. Ce qui pose d'ailleurs donc cette question cybernétique de la fusion ou confusion, je ne sais pas, entre l'artificiel et le vivant, comme l'a très bien dit Romain, puisque d'un côté, on a tout cet héritage de l'algèbre qui va aboutir à une algorithmisation du monde, et de l'autre côté, cet héritage de la biologie, et les deux vont fusionner de sorte que l'opposition mécanisme-vitalisme ne tient plus à partir de la cybernétique. Juste faire une petite incise, c'est un détail sans doute, mais je ne pense pas que le rapport entre l'algèbre de Boole et l'algorithmie soit très, très profond. L'algèbre de Boole, ça juste permet de soutenir une mécanique de portologie qui est actuellement utilisée dans le contexte actuel pour définir sur les ordinateurs des algorithmes. Mais des algorithmes, on peut définir complètement indépendamment de l'algèbre de Boole. C'est ce que dit Wiener. Il dit, mais le plus pratique de toutes les algèbres, c'est l'algèbre de Boole. C'est très clairement ce qu'il dit. Laurent, tu avais une réaction? J'en ai plusieurs, mais ça consistera aussi à jeter un pont entre l'intervention de Baptiste et l'intervention de Romain. La première, en fait, c'est pour revenir sur l'affirmation de Baptiste au sujet du contrôle de gestion, forcément. Quand tu cites Anthony, tu cites en fait la version de 65, où il fait effectivement l'analogie avec le thermostat, mais il faut remettre Anthony dans son cadre institutionnel. Je vais citer Gareth Morgan avec les images de l'organisation. On a eu une succession culturelle d'images de l'organisation, et l'image qui était prégnante à l'époque où écrit Anthony, c'était celle du thermostat. Effectivement, avec le système d'une boucle de rétroaction, d'un pilotage automatique, finalement, d'un pilotage machinal, donc d'un pilotage algorithmique, qui est, selon moi en tout cas, le fondement de l'approche cybernétique. Et je ne pense pas qu'on dise des choses, on va dire, très différentes à ce moment-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Anthony a complètement abandonné ça dans sa seconde édition 88. C'est-à-dire que la chaudière est passée complètement aux oubliettes pour avoir quelque chose qui était beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Pour revenir sur quelque chose que Romain avait dit, on est plus sur la rencontre de deux types de modélisation.
une modélisation qui est de type système fermé et une modélisation qui est de type système ouvert. Alors, on a pas mal de travaux en management, en théorie des organisations, par exemple chez Scott, qui explique ça à loisir dans son très bel ouvrage de théorie des organisations. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu le dis d'une autre façon, mais qui me semble en fait ça, ressortir du même type d'idée, avec une métaphore biologique qui est celle des systèmes ouverts et une métaphore, on va dire, plus mécanique qui est celle des systèmes fermés. Et le mécanique, c'est du caillou, hein, et le caillou, c'est du ratio. Donc, en fait, on est sur du rationnel, mais de l'algorithmique qui est caché derrière. Et je pense que c'est là où il y a cette rencontre et que la tension, elle est entre l'ouvert et le fermé. Et après, du coup, ça peut nous amener sur justement l'évolution de l'algorithmique et des préoccupations des différents algorithmes. Et je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose à creuser autour de cette notion d'algorithme. Du coup, ça m'amène à changer d'interlocuteur et à m'adresser à Romain. Comme Romain le sait, je suis un ardent lecteur de Mary Douglas, que j'affectionne tout particulièrement. Et j'ai été intéressé par la caractérisation que tu faisais de son œuvre en disant qu'elle finalement qu'elle avait une forme d'approche que tu qualifiais de pseudo-positiviste. Et comme justement, je pense qu'il y a, on va dire, un parallèle très important entre ces questions de l'ouvert et du fermé, du mécanique ou du biologique, voire du social. Je pense que, en termes de niveau de complexité des systèmes, hein, si on avait par exemple Bertal Amphi, niveau vraiment un des pâquerettes, on est sur l'idée que le système social est finalement le plus complexe de tous. Donc, il va hériter des logiques mécaniques, il va hériter des logiques biologiques, mais ça ne n'empêche pas d'avoir des logiques propres, émergentes à son niveau d'organisation. Et l'idée est que, du coup, est-ce qu'on peut décrire Mary Douglas comme étant pseudo-positiviste? Elle est en fait positiviste revendiquée. C'est-à-dire que ses héritiers ont fondé ce qu'on va appeler la sociologie néo-durkheimienne. Donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est affiché avec Durkheim. D'ailleurs, les derniers travaux de Mary Douglas tournent tous autour de Durkheim. Elle avait fait une intervention où elle avait été invitée par les néo-institutionnalistes aux États-Unis un peu de temps avant son décès. Et donc, du coup, je discutais avec Woody Powell qui m'avait raconté l'histoire, sinon évidemment, comme je n'étais pas présent, je ne la connaîtrais pas. Mais il me disait qu'il n'avait rien compris parce que dans la keynote, Mary Douglas avait fait toute une intervention sur Durkheim. Et il ne voyait pas le lien, Powell, entre finalement le néo-institutionnalisme et Durkheim, alors que l'ouvrage fondamental pour Mary Douglas de Durkheim, c'est les formes élémentaires de la vie religieuse. Et c'est à partir des formes élémentaires de la vie religieuse qu'on articule toute son anthropologie. Donc, c'est plutôt le qualificatif de pseudo que je suis en train de questionner. Je te laisse répondre juste après, Romain, je finis ma question. C'est plutôt l'idée que pseudo, ça ne veut pas dire comme pseudo-science. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc mi-figue, mi-raisin qui ressemble à rien. C'est bien une idée qu'on commence à s'éloigner d'une modélisation purement mécanique pour aller vers quelque chose de plus complexe. Mais ce qui est intéressant avec ce que dit Baptiste, c'est justement qu'on arrive à avoir ce fonctionnement, on va appeler peut-être algorithmique, mais sur un système qui est organisé à partir d'éléments qui sont biologiques et qui en plus ont un fonctionnement social. Et là, on revient sur une des références de Romain, qui était en fait les références des penseurs de la complexité. Et la complexité est très liée à la question d'incertitude, et c'est comme ça qu'on peut boucler et intégrer toutes ces thématiques ensemble. Je laisserai à Baptiste la possibilité de répondre. C'est juste parce qu'il y a un point vraiment je crois que c'est un malentendu. Je ne sais pas comment tu as vu que je disais que Mary Douglas était pseudo quelque chose. C'était peut-être, ça résultait peut-être d'une maladresse, mais jamais je n'aurais dit ça. Alors, d'une part, parce que effectivement, Mary Douglas est durkheimienne, et c'est très important qu'elle soit durkheimienne, y compris dans ma problématique, parce que
Durkheim, d'ailleurs, comme la sociologie est ce que les Anglais ne peuvent pas supporter. Il est clair que l'apparition de la sociologie en Angleterre à travers Giddens et Mary Douglas, c'est l'expression de la crise du système de légitimité anglais. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, tu as remarqué qu'au début de mon exposé, je me suis appuyé sur Durkheim pour distinguer, donc je n'étais pas, et je n'ai pas dit que Durkheim était pseudo. Et pour moi, il est évident que Mary Douglas est une anthropologue, et elle est durkheimienne parce que c'est le paradigme dans lequel elle travaille. Et elle y travaille justement parce qu'elle est anglaise et que c'est une proposition, comment dire, à la fois choquante et importante que de parler de sociologie en Angleterre où normalement ça ne se fait pas parce que le fond anthropologique de l'Angleterre, c'est la tradition et que la tradition est une sociologie dogmatique. Et que donc se mettre à discuter de sociologie, c'est remettre en cause les fondements même d'une culture dont le fondement est honi soit qui mal y pense, c'est-à-dire l'idée que, les comportements valent parce qu'on est gentleman et qu'on sait comment faire. Et qu'après, donc ça, c'est le fondement. À partir du moment où on se met à discuter ça, ce qu'elle fait, ce que Giddens fait, c'est qu'on est dans les années 60, 70, etc., dans la crise anglaise. Donc, il y a un malentendu. C'est ça que je voulais dire. Je n'ai jamais dit et jamais voulu dire. Je ne sais pas comment c'est dans mon texte. Je regarderai comment tu as pu penser à un moment donné que j'associais Madame Mary Douglas, que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui la relation était très positive. La notion de pseudo ne me paraît pas du tout appliquée. J'aime beaucoup l'ironie de critiquer la tradition anglaise à partir de la sociologie dans une conférence qui a lieu à Oxford. Je crois que s'il n'y a pas de crise en Angleterre, c'est que j'ai rien vu. Même à Oxford. Je crois qu'elle a fait Oxford a produit un premier ministre qui est pas mal. Et plusieurs. Le dernier vient. Je parle du dernier. J'en ai eu une autre catastrophe. Baptiste, tu voulais… Oui, très brièvement, je souhaiterais réagir aux deux remarques de Laurent. La première sur les images de l'organisation, vient à point nommé pour justement montrer la différence d'approche entre les sciences humaines et la philosophie. C'est-à-dire, c'est très intéressant de lire Gareth Morgan, les images, les métaphores, l'organisation, etc. Mais ça ne répond pas du tout à mon interrogation sur ce qui est. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ontologie s'intéresse à ce qui est et non pas aux grilles de lecture pour comprendre la réalité. Donc, je me limiterai à ça, mais ça permet de mettre je trouve, une barrière entre ces deux types d'approches. Et donc aussi de souligner que l'articulation n'est pas naturelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Deuxième point, il me paraît plus important, c'est qu'il n'y a jamais eu pour les théoréticiens de système fermé. Si ce n'est comme exemple, j'ai envie de dire pédagogique, mais même le thermostat n'est pas un système fermé. Parce qu'il faut bien l'alimenter en énergie pour qu'il produise son effort. Donc je dirais qu'il y a des systèmes plus ou moins ouverts. Mais comment dire, quand Wiener fait de la vie le traitement de l'information, c'est bien que parce qu'il faut capter l'information, dans l'environnement, et donc les systèmes sont en prise avec de façon essentielle, principielle, avec leur environnement. Voilà ce que c'est plutôt une image, j'ai envie de dire, la première loi de la thermodynamique, c'est un système fermé. Alors toute la cybernétique se base sur la seconde loi de la thermodynamique. Voilà comme réaction. D'autres Oui, merci de vos deux interventions. Je me posais une question par rapport dans le lien qui a été fait avec les systèmes de légitimité. Je me demandais comment, dans ce cadre-là, la question va s'adresser plutôt à Romain, la question du jugement a été prise en compte, puisque dans l'importation récente, il y a une petite dizaine d'années, des théories de la légitimité en psychologie sociale vers l'analyse des organisations, en fait, on avait
depuis très longtemps une analyse très néo-institutionnelle de la légitimité et les récents travaux ont permis comment dire, de rafraîchir un peu ça, si je puis le dire, pour importer les réflexions autour de la psychologie sociale. Et toute la question du jugement et du processus de validation et de l'émergence du consensus est arrivée, ce qui remet en cause l'idée d'un système qui serait totalement, comment dire, que la légitimité serait un tenu pour acquis qui va se dégrader de manière séquentielle pour ensuite amener à une crise qui va faire renaître un nouveau système de légitimité, mais plutôt quelque chose, et là ça fait peut-être la transition à ce que disait Baptiste, qui soit dans de la rétroaction, c'est-à-dire que dans un système de légitimité, le jugement et le processus de concaténation, d'agrégation des jugements individuels vers un processus de validation qui va faire émerger le consensus et qui va peut-être in fine donner du taken for granted, il agit comme un effet de rétroaction. Et je me demandais comment, Romain, vous l'intégriez dans votre pensée et dans la présentation que vous en avez faite. Alors, bon, la question rejoint un peu d'ailleurs, effectivement, l'approche de Baptiste. Mais alors, je crois que le problème, c'est que c'est le défaut, l'absence de théorie de l'institution sérieuse. C'est fondamental, parce que le point de vue que j'ai, c'est un point de vue de la théorie de l'institution, telle qu'on la trouve chez Mary Douglas. Et chez Durkheim. Comment? Et chez Durkheim. Chez Durkheim, mais Durkheim, absolument, mais je pense surtout à Mary Douglas, parce que Durkheim est quand même dans un réalisme. C'est-à-dire que Durkheim, il est positiviste, et pour lui, alors que, je dirais, on n'est pas chez Durkheim dans l'état d'exception. Entre parenthèses, j'ai écrit dans les années 90 un bouquin sur les risques majeurs. Bon, donc la conséquence évidente de la crise de légitimité, c'est le développement des risques majeurs. C'était en fait un rapport pour le ministère de l'Environnement qui m'avait été posé par un labo du CNRS. Et j'avais compris, on m'avait dit, mais comment se fait-il que les entreprises sont là pour prendre des risques et qu'on n'arrive pas à négocier avec elles sur les risques majeurs après Seveso? J'ai réfléchi une semaine pour savoir si je pouvais dire quelque chose. J'ai compris que c'était simplement ce que je racontais. C'était la crise de légitimité. Donc, je peux étudier. J'ai écrit un bouquin là-dessus, ou un rapport qui est devenu bouquin. Et j'ai enseigné pendant des années. Donc, encore une fois, on se rejoint totalement sur le diagnostic à beaucoup de niveaux et sur ce qui se passe dans le management. Alors, la question de la théorie de l'institution, j'ai envie de renvoyer à ce qu'on vient de faire avec Jérôme Méric. On a fait un numéro spécial de la revue Économie et Entreprise et Économie, qui est une revue qui traitait du centenaire d'un auteur que j'ai cité de mon premier article, qui s'appelle Frank Knight. Alors, je ne sais pas, il se trouve que bizarrement, j'étais tombé sur Frank Knight quand j'étais aux États-Unis dans le Campus Store et que j'ai tout de suite vu Risk, Uncertainty, Profit comme quelque chose de parfaitement essentiel pour moi. Et je l'ai cité, j'ai utilisé dans pas mal d'articles. Mais ceci dit, jusque dans les années 2000, il était ignoré des économistes, ignoré des financiers, sauf sur un point, c'est lui qui a parlé de la différence entre incertitude et entre risque et incertitude. Bon, il se trouve que c'était le centenaire en 2021 et qu'on m'a proposé avec Jérôme Méric de faire un numéro spécial. Donc, j'ai travaillé à nouveau sur Knight et je me suis aperçu, vous pouvez lire dans le numéro spécial, que c'était en fait un vrai théoricien de l'institution. Et je dirais Mary Douglas aussi, en particulier quand elle dit, c'est très intéressant, quand elle dit à la fin de l'article, c'est ça que nous devrions étudier, elle dit ça en 2001. Ça veut dire que dans comment pensent les institutions, elle ne l'avait pas fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Le passage de l'un à l'autre, c'est comment pensent les institutions, c'est le stade qu'elle avait. Et elle avait travaillé sur les risques majeurs, d'ailleurs, risques et culture, etc. C'était tout à fait ses thèmes. Et en 2001, le problème, c'est comment penser les institutions. Parce que justement, à partir du moment où les institutions ne sont plus séparées de l'empirisme, comme elle dit, humeur ou sentiment. Alors, on parlait de la psychosociologie.
Ben voilà, la psychologie, ça fait partie et on l'a mis à l'écart quand on veut avoir une certitude, une objectivité. Quand on est dans la crise, on reprend la subjectivité, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bien. Le problème, c'est la différence qu'il y a entre les institutions en tant que dogme, a priori, qui permet de fonder transcendamentalement la légitimité sociale, et de manière invisible d'ailleurs, de manière totalement invisible. Et c'est pour ça qu'on met à l'écart. C'est pour ça que Hannay a été tenu à l'écart. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce qu'il écrit en 2021, c'est la crise actuelle. Et en même temps, il fonde l'école de Chicago. Donc, il est clair que les gens… Et Stigler, qui fait la préface au cinquantenaire, dit « Si j'avais été son président de jury, c'est son directeur de thèse, je n'aurais pas accepté qu'il écrive, qu'il publie en même temps le dernier chapitre sur l'incertitude. » Donc, l'interdit sur l'incertitude dans l'institution, c'est ça la différence qu'il y a d'approche. Je suis pas, évidemment, tout ce que, par exemple, si on parle des systèmes fermés, les systèmes fermés, c'est Auguste Comte, c'est pas Saint-Simon forcément, et c'est pas la science. Les systèmes fermés, c'est ce qui est nécessaire pour avoir un paradigme qui permet de fonder la légitimité. Et par exemple, chez Auguste Comte, ça se traduit par l'interdit de la multidisciplinarité. On n'a pas le droit de faire de la psychophysique ou de l'astrophysique. Pourquoi ? Il le dit explicitement. Parce que si on fait de l'astrophysique, on va mettre en danger le fondement même de la solidité sociale, qui est la notion de déterminisme, qui est le credo fondamental du positivisme. Donc il y a une construction qui est artificielle, si on veut, qui est conceptuelle, si on veut, qui n'a rien à voir avec la réalité, qui a tout à voir avec un système symbolique de croyance, de dogme. Maintenant, on revient aux religions. Donc on ne doit pas être surpris que la raison puisse produire des dogmes. Quand Kant fait la religion dans les limites de la raison, il crée une séparation qui n'est pas plus vraie que la séparation fermée-ouverte, en disant la nature est séparée de la culture. Elle n'a jamais été séparée de la culture. Mais dans le modèle newtonien, je ne feins pas d'hypothèse, et le monde est écrit en langage mathématique, donc il y a une construction symbolique qui permet de penser la science et c'est une science, je dirais, officielle. Il s'agit d'une épistémologie et d'une science officielle, et non pas de la science réelle. Parce que comme les gens sont honnêtes, Auguste Comte dit, il est presque tout à fait, parce qu'il dit il dit ce qui compte, c'est l'organe et pas la cellule, c'est vraiment l'organe. Donc il faut étudier l'organe, comme Claude Bernard, si on veut. Mais il dit, donc il faut isoler l'organe. Et il dit dans une phrase, l'isolation d'un organe est presque tout à fait impossible. S'il avait dit elle est impossible, tout son système s'effondrait. En disant elle est presque tout à fait impossible, il permet, c'est le presque rien que dirait Yankelevitch, qui permet au symbolique de tenir. Alors voilà, je pourrais donner 1000 exemples de ça, mais c'est vraiment la difficulté. Je prends conscience, après toutes ces années de travail, que de la singularité de la problématique sur laquelle j'ai travaillé, qui était justement de travailler sur les systèmes symboliques en tant que systèmes normatifs qui ont ce caractère théorique étrange, qui n'est pas la réalité, mais qui permet de résoudre les conflits. Parce que le point, alors je voudrais peut-être dire un mot à propos de l'intervention tout à fait intéressante de Baptiste. D'abord, je veux dire, premièrement, je pense qu'au fond, on est quand même d'accord, y compris sur nos différentes positions. La question que tu poses, c'est qu'est-ce que ? La question que je pose, c'est à quoi ça sert ? C'est quand même, c'est ça que je voulais dire. Je crois que et ça, c'est la différence entre un point de vue, je dirais, sophistique ou même anthropologique, peut-être, certainement d'ailleurs. Et d'ailleurs, la fonction, justement, chez Durkheim, c'est à quoi ça sert. Et bon, ça, c'est le premier point. Donc, on n'est pas en désaccord là-dessus. En ce qui concerne l'organisation, je vais mettre en avant, j'ai écrit récemment un petit bouquin sur Tocqueville. Et il dit alors justement, l'organisation en tant que non visible, non visible, quelque chose qui n'est pas, et il dit, ce qui frappe le plus l'Européen qui parcourt les États-Unis, c'est l'absence de ce qu'on appelle chez nous le gouvernement ou l'administration. On pourrait ajouter l'organisation. En Amérique, on voit des lois écrites, on aperçoit l'exécution journalière, tout se meut autour de vous, et on ne découvre nulle part le moteur,
la main, je crois que ça, Baptiste sera sensible à la main, parce qu'il en fait beaucoup état, je veux dire, de cette main, chez Heidegger aussi, de cette main qui dirige, la machine sociale échappe à chaque instant. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, cependant, de même que tous les peuples sont obligés pour exprimer leurs pensées d'avoir recours à certaines formes grammaticales constitutives des langues humaines, de même toutes les sociétés, pour subsister, sont contraintes de se soumettre à une certaine somme d'autorité sans laquelle elles tombent en anarchie. Cette autorité peut être distribuée de différentes manières, mais il faut toujours qu'elle se trouve quelque part. Autrement dit, cette analogie fantastique de la grammaire et l'organisation, en quelque sorte, la hiérarchie, etc., qui est aussi, et effectivement, quand on étudie un auteur, c'est rare qu'on s'intéresse à sa grammaire, on s'intéresse à beaucoup d'autres choses. Et la grammaire, c'est ancillaire. Donc, j'ai remarqué que ancillaire, c'est subordonné, c'est deux servantes, et management, ménage, c'est ancillaire, et c'est quelque chose qui peut ne pas être vu, et qui doit ne pas être vu. Tant que la limite de la maison est bien déterminée, on ne doit pas le voir. Et donc, ça ne sera vu qu'en moment de crise, c'est-à-dire quand la maison explose et quand ce qui est dedans est en même temps dehors. Voilà. Donc, on pourrait, évidemment, le risque majeur, mais le point central, si vous voulez, c'est la notion d'institution comme système de résolution des conflits. Et je crois, et donc la question et c'est un point de vue. Et c'est évidemment pas un point de vue qui recouvre tous les points de vue. Le point de vue de Baptiste est évidemment très important. C'est ce point de vue de l'histoire, de la philosophie, de l'histoire de la science, de l'histoire. Tout ça, c'est parfaitement pertinent et intéressant. Le point de vue que j'ai là, c'est un point de vue théorique sur un objet qui est l'institution. Et si on veut parler des néo-institutionnalistes, j'ai eu l'occasion de présenter deux choses. Ce qui est très frappant chez les néo-institutionnalistes, dites-moi si c'est vrai ou faux, ils s'appellent néo-institutionnalistes, c'est-à-dire nouveaux institutionnalistes. Et je ne connais pas de texte chez eux qui fasse la relation historique de comment on passe du institutionnalisme de la fin du 19e au néo-institutionnalisme. Or, la façon de passer de l'un à l'autre, c'est des crises de légitimité. Il est évident que la fin du 19e, l'institutionnalisme, c'est la crise de légitimité qui va être mise à l'écart par le principe de l'État-providence ou par le New Deal ou par toutes sortes de procédures ou par les lois antitrust et qui va se réouvrir. Et entre parenthèses, c'est passionnant de voir que Heidegger ne traite de la question dont tu parles qu'à partir de 50. Or, Barnard, c'est en 38. Il dit déjà énormément de choses. C'est simplement pour dire que Heidegger lui-même est dans les temps de l'histoire du système de légitimité et que son tournant, en quelque sorte, se trouve dans un tournant de l'histoire dans lequel il est lui-même. Il ne domine pas l'histoire par rapport à laquelle il est dans l'histoire dans laquelle sa pensée se développe. De mémoire, il est possible, alors je ne sais pas si c'est bien fait, mais DiMaggio et Powell, dans leur bouquin de 93, ils font une longue introduction. Alors, vraiment, c'est un souvenir de doctorat. Je retrouverai, je t'enverrai le. Je l'ai lu, hein, parce que je connais bien ce bouquin. Je crois que l'introduction fait le lien, mais je suis pas sûr. Autant que je me souviens, je l'ai lu et donc je ne pense pas que le lien m'ait beaucoup impressionné. Hein, c'est-à-dire qu'il faut voir le lien, c'est une chose. Et que ça soit, comment dire, construit de manière intéressante, c'est autre chose. Powell, entre parenthèses, c'était amusant, il a présidé une séance où j'étais à Egos, où je présentais l'histoire comparée de l'iconographie des billets de la Banque de France, d'Angleterre et d'Amérique. Et il n'a rien trouvé de mieux à dire à la fin que mon exposé était fait pour plaire à Bourdieu. Voilà. Donc, et lui, il a présenté un nuage de points avec des analyses plurimultidimensionnelles pour essayer de capter un phénomène institutionnel. Donc, donc Powell, et pourtant, donc voilà. Donc, la difficulté de communiquer entre l'Amérique et l'Europe est assez considérable, surtout quand ils ne font pas l'effort d'essayer de penser, comme nous le faisons, d'essayer de penser ce qu'ils font. J'ai été aux États-Unis, j'ai lu, mais ils ne font pas cet effort-là, et ça les gêne profondément. Mais la théorie de l'institution, encore une fois, je pourrais, en ce qui concerne Marie Douglas, la question de l'oubli, la question de l'analogie,
il y a un chapitre entier sur l'analogie comme fondement de l'institution. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment dans Mary Douglas. Et Mary Douglas a une vraie théorie, mais elle dit elle-même que la certitude, etc., et elle est durkheimienne, elle a besoin de la certitude pour que la société tienne. Et tout d'un coup, elle dit, bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, elle ne l'a pas vu parce qu'elle est durkheimienne. Mais elle est suffisamment, je dirais, Bourdieu aussi, elle était d'ailleurs. Mais justement, Bourdieu n'a jamais reconnu le fait qu'il pouvait y avoir une faille, qui est tout simplement que la reproduction, ça ne marche pas toujours. Il y a des moments où ça explose. Et elle, là, au contraire. Et bon, enfin, si vous voulez, par ailleurs, si je peux me permettre, elle me cite par rapport au risque majeur dans l'ouvrage qui s'appelle Thought Style. Et j'ai été sidéré par ça parce que je n'avais pas compris ce que voulait dire Thought Style. Et j'ai fini par comprendre récemment que c'était tout simplement très proche de la notion que j'utilise de principe anthropologique. C'est-à-dire le principe inconscient qui fonde une collectivité, comme par exemple la tradition en Angleterre, le cartésianisme en France, la communauté en Amérique, le Geist en Allemagne. Le Geist qui est au cœur du problème de Heidegger. Et alors là, je renverrai à Derrida le bouquin magnifique qui s'appelle Heidegger et la question de l'esprit, où il dit justement que Heidegger dit qu'il ne faut pas prononcer le mot Geist, le mot esprit, mais remarque Derrida, qui fait des explications de texte extraordinaires, en fait, le mot apparaît de temps en temps, entre guillemets, etc. Et donc, cette contradiction entre l'interdiction, ça m'a fait penser que c'était le principe anthropologique, c'est-à-dire ce qui est connu de tous, mais qui doit être tenu à l'écart, pour justement, parce qu'il doit être fondement de l'institution. Vous voyez bien que s'il n'y a pas un fondement à nos interactions qui précède la réflexion, on ne commencera jamais à se il ne peut pas y avoir même de conflit, il ne peut même pas y avoir de début de conflit. Pour qu'il y ait un début de conflit, il faut qu'il y ait quand même suffisamment de points communs pour qu'on se rencontre et qu'on ait au moins un partage. D'ailleurs, c'est ce que dit Simmel. Le conflit, c'est le début de la société. Sur cette note conflictuelle, Romain, Baptiste, merci beaucoup pour ces échanges et cette conversation. Mais merci, hein. Merci Baptiste.